Et on revient bien sûr sur Boursorama, sur ce débat présidentiel d'hier soir sur BFM TV et sur les approximations et autres boulettes économiques qui ont pullulé lors de ce débat avec Raphaël Legendre de l'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Alors, on va commencer par au hasard, François Fillon qui nous dit « c'est quand on sera à l'équilibre budgétaire qu'on réduira la dette ». Alors, ça dépend s'il parlait d'une dette en absolu. Absolument. Ou s'il parle d'une dette rapporté au PIB. En général, quand on parle en général de faire baisser la dette, c'est en rapport rapporté au PIB. Et là, pour le coup, c'est une boulette parce qu'il n'y a pas besoin d'être à l'équilibre budgétaire pour faire baisser la dette en rapporté au PIB. C'est un peu technique, il y a deux manières de on pinaille un peu, mais quand même. Soit on peut calculer l'endettement par rapport à un niveau de revenu. Si vous avez un foyer, par exemple, qui a ensemble 100 000 euros de revenus par an, vous pouvez faire un emprunt de 300 000, 400 000, 500 000 euros. Ça n'est pas un problème. Si vous avez 20 000 euros de revenus par an, c'est plus compliqué. Forcément, le remboursement coûte beaucoup plus cher. Au niveau de l'État, c'est la même chose. On a un PIB de 2222 milliards, c'est facile à retenir pour 2016. Bon, si on a 2000 milliards de dettes, à peu près 95% du PIB, c'est pas la même chose que si notre PIB était, lui, de seulement 1000 milliards. Là, on aurait 200% d'endettement. Ça serait beaucoup plus. Donc, François Fillon a raison d'expliquer que pour que la dette cesse de progresser en milliards d'euros dans l'absolu, il faut arrêter tout simplement de cumuler les déficits chaque année. Mais on sait quand on parle en général de faire baisser la dette, on ne parle pas de la dette mais dans on l'absolu. parle de manière générale plutôt de la dette en fonction de la richesse de la nation, effectivement. Et à ce moment-là, il suffit que la croissance soit supérieure à la croissance de la dette pour que le niveau d'endettement, le taux d'endettement, lui, recule. Exactement. Donc en gros, en dessous de 2 et quelques pourcents de déficit public, la dette se stabilise. Voilà, il ne faut pas revenir à zéro déficit. On voulait l'expliquer, même si c'est un peu technique. Il y a eu cet échange aussi entre Marine Le Pen et François Fillon sur les hausses de dépenses du programme de Marine Le Pen. François Fillon on lui a dit, voilà, vous augmentez la dépense de 150 milliards d'euros. Marine Le Pen a dit, mais non, c'est 90 milliards. Pour le coup, je me demandais qui a raison. Les deux ont tort, en fait. On a réalisé un exercice très intéressant à l'Opinion lundi. On a demandé à tous les candidats de remplir leurs prévisions de dépenses, de recettes, de déficit et de dette en milliards d'euros justement, plus en point de PIB, qui est un petit peu utilisé par les spécialistes, mais qui ne parle pas au grand public, pour voir en 2022 où serait la dette, quel serait le niveau de dépenses, quel serait le niveau de recettes en milliards d'euros sonnants et trébuchants. C'est beaucoup plus clair. Là, on a une petite surprise avec Marine Le Pen. La dépense, elle augmente de 300 milliards d'euros entre le début et la fin du quinquennat. C'est dans le cadrage budgétaire qui a été publié par le Front National début février, le 4 février. Alors, c'est exprimé en point de PIB. Ça ne vous dira pas grand-chose, 53, 54% du PIB en 2022. Par contre, si on calcule quel sera le niveau du PIB à ce moment-là en fonction de leur prévision de croissance, et si on calcule ça en milliards et qu'on applique le quotient du taux de dépenses publiques, on arrive à 300 milliards de dépenses supplémentaires pour Marine Le Pen. Alors attention, la dépense, elle augmente automatiquement chaque année. On appelle ça le tendanciel. Elle augmente environ de 25 milliards d'euros par an. Lié à quoi ? Parce que la population vieillit, croît, il y a de plus en plus de Français, elle vieillit, donc de plus en plus de dépenses de santé. C'est lié à la progression naturelle de la carrière des fonctionnaires, donc la masse salariale de l'État augmente. Voilà, on estime que cette dérive naturelle est d'à peu près de 25 milliards d'euros par an. Donc c'est 125 milliards d'euros sur le quinquennat. Voilà, mais de 125 à 300. Voilà, on peut retrancher les 125 milliards d'euros. 180. Et à ce moment-là, on est à peu près entre 250 ensemble 250-300 milliards, vous enlevez les 125, on arrive au chiffre de Fillon à peu près de 150 milliards d'euros. Donc c'est François Fillon qui avait raison. Benoît Hamon qui nous dit les baisses de charges, ça ne marche pas. On peut dire que ça marche pas bien, mais pas dire que ça ne marche pas. C'est comme très. Ça ne marche pas dans une élection présidentielle. C'est sûr que la politique du chèque, ça marche beaucoup mieux. Là où Benoît Hamon a tort, c'est que si les hausses de charges fonctionnaient, ça se saurait. Si la dépense publique crée la croissance, ça se saurait. Si la dépense publique crée la croissance, la France serait la championne du monde de la croissance, puisqu'on a le plus haut taux de dépenses publiques. Non, mais dire que ça marche parce qu'avec une croissance de 1%, on a réussi à créer 200 000 emplois. Vous me direz que ça fait cher l'emploi, mais les baisses de charges, ça produit quand même des effets. Quand il dit ça ne marche pas, on commence enfin effectivement à voir des créations d'emplois. Mais pas du tout. En fin de quinquennat. Pourquoi ? Parce qu'on a
commencé à baisser les charges en 2014-2015, justement, avec le CICE et le pacte de responsabilité. On voit que le coup de massue fiscal qui a été imposé de 2011 à 2014 a étouffé la croissance. En incluant le quinquennat l'a Nicolas calculé, Sarkozy. bien sûr, ça commence en 2011, dès 2011, avec François Fillon, Premier ministre. L'INSEE l'a calculé, ça a coûté 0,8 points de croissance en 2014-2015. Depuis qu'on a baissé les charges, on voit qu'effectivement, le moteur économique repart un peu, les entreprises ont un petit peu plus d'oxygène. Et On pour est loin du 1 établir leur million, marge, on est loin du 1 million alors, on est d'emplois encore très de loin Pierre du Gattaz, million mais en tout d'emplois. cas 200 000 emplois créés en Mais 2016 contre 90 000 en 2015. on a arrêté de détruire des emplois, on en crée maintenant, on a un solde net de création d'emplois. Un mot de l'Europe, Nicolas Dupont-Aignan, qui nous parle de la contribution française à l'Europe, qui nous dit en gros que en net, les 8 milliards d'euros qu'on paye, on pourrait les donner aux Français. C'est pas 8 milliards, il grossit le chiffre. Il retarde un peu en fait, c'était 8 milliards en 2014, les derniers chiffres dont on dispose, c'est 2015. On est à 6 milliards en 2015. Et en fait, ce chiffre réduit d'année en année. Le creux, l'année où on a le plus payé, où le solde net a été le plus important, ça a été La en France 2012. paye plus qu'elle reçoit. C'est-à-dire que la France avait payé 9 milliards de plus que ce qu'elle recevait. Les derniers chiffres dont on dispose, c'est 2015. On a signé un chèque d'un peu plus de 20 milliards d'euros à l'Union européenne. On a reçu. Mais on a reçu 14,5 milliards d'euros, ce qui, en proportion des dépenses, il y a 130 milliards à peu près qui sont redistribués au niveau de l'Europe, place la France à quel rang? Au premier rang des pays pas qui contribuent, qui reçoivent. C'est les 14 milliards et demi, c'est la somme la plus importante distribuée pour un seul pays Mais on a donné 20. au sein de l'Union européenne. Mais on a donné 20, donc le différentiel, ça fait 5,5. Et au différentiel, on est à peu près 6 milliards. Il y a différentes méthodes, il y a 3 méthodes différentes. C'est pas 8 milliards. Ça va de 5 milliards et demi à 6 milliards et on n'est pas à 8 milliards. Très clairement. Marine Le Pen, sur les salariés protégés, il y a eu cet échange, cette passe d'armes avec Philippe Poutou qui l'a attaqué sur son immunité parlementaire. Elle lui a dit « Je note que M. Poutou doit être contre les salariés protégés, c'est-à-dire les procédures particulières pour protéger les salariés, car ils ont un mandat syndical. » Elle se trompe, Marine Le Pen. Bah oui. Et là, il lui a dit. Disons, on joue sur les mots, c'est-à-dire qu'un salarié syndiqué, effectivement, ne peut pas être licencié par son patron. Son statut de délégué syndical le protège pour qu'il puisse effectivement défendre les salariés. Ça n'empêche absolument pas d'être convoqué par des juges ou convoqué devant la justice. On l'a vu par exemple dans l'affaire Air France, qui a été rappelée. Quand les cadres s'étaient fait déchirer leur chemise, s'étaient fait courir après. Voilà, les délégués syndicaux sont des justiciables comme les autres. Et comme l'a rappelé Poutou dans la punchline qui a marqué toute la soirée, ils ne bénéficient pas d'une immunité ouvrière, contrairement à l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Sur les effectifs militaires, sinon, il y a une pelletée de chiffres qui a été sortie par les divers candidats. Marine Le Pen qui a dit « Vous avez supprimé, M. Fillon, 54 000 militaires ». François Fillon qui lui rétorque qu'il y a eu il y a le même nombre de militaires aujourd'hui qu'en 2012. Dupont-Aignan est revenu. Voilà, en gros, ils ont quasiment tous faux. Ils ont à peu près tous faux. Alors, ce qui est vrai, c'est que durant le quinquennat Sarkozy, plusieurs dizaines de milliers de postes de militaires ont été supprimés dans une loi de programmation militaire. Le contexte n'était pas le même. 31 000 postes de militaires ont été supprimés. Si on rajoute en plus ceux qui travaillent dans l'administration, les civils, etc., on arrive à moins 44 000 postes. Et non pas 54 000. Et non pas 54 000. Ensuite, elle a grossi le travail. La baisse, oui, on n'est plus à 10 000 près, mais c'est comme les dépenses, 90 milliards d'un côté, 300 de l'autre. On n'est pas tout à fait dans les mêmes étiages. 2012-2015, la baisse continue. On a 15 500 postes, toujours en suivant la loi de programmation militaire, qui sont supprimés. Puis arrivent les attentats et revirement complet sur la politique de la sécurité. Et là, on devait avoir 18 500 postes de suppression supplémentaires, c'est-à-dire sur le quinquennat 33 000 postes, un peu plus de 33 000 postes. François Hollande décide de ne plus supprimer ces 18 500 postes, de les conserver pour notamment pouvoir assurer le plan Sentinelle et la sécurité sur le territoire français. Voilà, on en est, mais ça a été très fluctuant, ça a beaucoup bougé. Pour faire court, ça a baissé pendant le quinquennat Sarkozy, ça a baissé la première moitié du quinquennat Hollande et depuis les attentats,
tout cela est gelé et on garde le même nombre de postes. Tout le monde va certainement augmenter dans le prochain quinquennat. En tout cas, sur les chiffres. On Voilà. termine avec Jacques Cheminade sur le chômage des jeunes. Il nous dit qu'il y a 25% des jeunes qui sont au chômage. Chiffre qu'on entend souvent, très régulièrement. C'est vrai ouais. qu'on entend souvent ce Et chiffre. On a 25% si on prend en compte des jeunes qui sont en formation. Mais voilà. Ou qui travaillent, ou qui. Enfin voilà, c'est-à-dire que vous enlevez tous les jeunes qui sont en train de faire des études, en fait, à l'université, dans les écoles, chômage, etc. Ils font des études. Ils ne sont pas au Bah chômage, oui, ils font attends. des études. Bon, là, ça tombe à un niveau bien moindre. Quand on parle d'un Qui est comme chômage très élevé. Qui est comme très élevé. qui est quand même à 20%, c'est-à-dire Bah le oui, double d'à peu près, 18, près de 20%. C'est à peu près le double de la population active dans son ensemble. Mais quand on parle d'un jeune de moins de 25 ans sur 4 au chômage, on parle de la population active, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont plus dans leurs études. C'est un chiffre qui reste très élevé, quoi qu'il en soit. C'est pas un jeune sujet. sur 4. On peut aussi rappeler qu'il y a près de 2 millions de jeunes qui, en France, ont ni diplôme, ni formation, ni emploi. Ça devrait être un des sujets principaux du prochain quinquennat. Bon, et on termine en se disant finalement que la finance en a pris quand même hier plein la tête, hier soir. La finance est vraiment le responsable de tous nos malheurs. À fois, ça se demandait dans d'autres pays comment ils font, parce que la finance, elle est à tempérer, il faut la réguler. Mais là, quand on les écoute quasiment tous, mais chez beaucoup de candidats, c'était réforme constitutionnelle, c'est la faute de la finance. Le chômage, c'est la faute de la finance. Le manque de croissance, c'est la faute de la finance. Comment font les autres pays à côté de nous C'était un petit peu caricatural. Chez d'autres, c'était l'Europe qui était la cause de tous les maux. Bien évidemment, ce sont des discours qui sont à prendre avec des pincettes, qui ne sont pas vraiment mesurés. La finance, il faut quand même rappeler qu'en tout cas, les banques en France financent l'économie à 80%, que les crédits augmentent d'environ 5% chaque année, que 80% des TPE, PME, 85% je crois même, obtiennent leur crédit. On entend souvent dire que les banques ne diffusent pas le crédit, ne prêtent pas aux TPE, PME. C'est faux. On est entre 85 et 87% de taux d'acceptation des crédits de trésorerie. On est un taux au-dessus de 90% pour les crédits d'investissement. Donc sans finance, l'économie française se porterait très 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 mal. Et pas que française, car on peut rappeler que les 4 principales banques françaises financent 40% de l'économie européenne. Donc, préservons nos banques. Voilà, il fallait mettre un point sur les i. En tout cas, il y a eu des erreurs, des boulettes, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, voilà. C'est le problème de ces débats, c'est-à-dire qu'en fait, on enchaîne les discours des uns et des autres, le discours politique, sans vraiment de journalistes pour porter la contradiction derrière. On a entendu plusieurs énormités. Merci de corriger aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Raphaël Legendre, donc, journaliste à l'Opinion. Merci.